Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue dans notre web-série où nous abordons le regard du monde à partir de la sociologie avec le professeur Nicolas Marquis, professeur à l'Université Saint-Louis de Bruxelles. Nicolas Marquis, bonjour. Bonjour. Dans notre société aujourd'hui, on met quand même à mal un peu le corps humain, la vision que l'on en a, le corps qu'il faut avoir, etc. Quel est le discours du sociologue par rapport à cette réalité du corps ? Le corps, c'est un objet éminemment important pour la sociologie. Je ne suis moi-même pas un spécialiste de cette question du corps, mais j'ai l'impression qu'on ne peut pas travailler aujourd'hui sur l'humain en société, sur les représentations sociales, sans aborder d'une façon ou d'une autre la question du corps, parce que cette question aujourd'hui est devenue extrêmement prégnante dans l'image que nous avons de nous-mêmes. Alors, le corps, dans nos représentations sociales, joue un rôle, je dirais, d'authenticité aujourd'hui. Le corps est quelque chose qui dit le vrai de nous-mêmes. Il n'y a qu'à regarder tous ces ouvrages, par exemple, qui portent sur le fait de savoir lire les messages que le corps nous envoie. J'ai pas mal travaillé sur la question du développement personnel et c'est quelque chose qui est tout à fait prégnant à cet égard. Et donc, nous avons cette représentation selon laquelle le corps serait plus connecté à une sorte d'authenticité, d'intimité que nous aurions désappris par notre insertion dans une série de normes sociales qui, quant à elles, seraient extrêmement contraignantes. Et donc, il y a cette représentation portée par de nombreux individus selon laquelle le corps dit le vrai quand notre intellect dit le faux parce que lui a été bridé par toute une série de contextes dans lesquels nous avons pu évoluer. En même temps, évidemment, du point de vue sociologique, ce qui est intéressant, et c'était un petit peu l'objet de votre question, c'est de voir à quel point le corps aujourd'hui fait l'objet d'une mise en conformité ou d'une mise aux normes sociales. Alors, cette mise aux normes, elle prend des chemins qui ne sont pas faciles à mettre en lumière puisque la question est souvent celle d'être bien dans son corps. Et être bien dans son corps, a priori, c'est une proposition qui est très démocratique puisqu'elle n'interroge pas l'apparence de votre corps, elle interroge seulement la façon dont vous l'habitez. Mais on se rend bien compte en l'explorant que les visions positives du corps, ce qu'on peut faire avec son corps ou ce qu'on ne peut pas faire avec son corps, sont extrêmement cadrés socialement. On pense évidemment par exemple à la question du corps féminin, à la question de standards de beauté, de maigreur, tout ce qu'on veut de ce genre de choses, etc. Donc le corps, c'est à la fois un objet qui nous semble être l'expression de notre propre intimité, l'expression de ce qui nous reste de vrai contre les normes sociales, mais en même temps, c'est un objet qui est énormément travaillé par ces mêmes normes sociales. Est-ce que justement l'appréhension, la vision qu'on peut avoir du corps peut évoluer? Dans des études que vous avez pu faire, est-ce que vous avez pu voir que des gens vont avoir une autre vision du corps par la profession qu'ils vont exercer, etc. Alors, aujourd'hui, nous avons toute une série de personnes qui travaillent sur le corps. Et étudier la façon dont ces personnes travaillent sur le corps nous renseigne sur ces normes sociales dont je vous parlais il y a un instant. Le corps fait partie, pour reprendre une expression, de nos territoires de l'intimité, en quelque sorte. On peut aussi reprendre ces expressions autour du moi-peau, etc. C'est ce qui vous... Moi-peau, le moi-peau, donc la frontière que fait votre peau entre l'intérieur de vous-même et l'extérieur de vous-même. C'est quelque part notre individualité. Et avec cette individualité, viennent une série de normes ou une série de représentations de ce qui peut être fait ou de ce qui peut ne pas être fait. Par exemple, la police du regard. Vous savez très bien, même si personne ne vous l'a jamais dit de façon extrêmement officielle, que vous pouvez regarder les personnes dans la rue d'une certaine façon, mais pas d'une autre façon. Alors, on pense bien évidemment à la question de l'érotisme ou à la question des parties, disons, sexualisées, mais pensez aussi à la question du regard. Lorsque vous vous promenez dans des transports en commun, vous savez très bien, même si personne ne vous l'a dit, vous savez très bien que vous ne pouvez pas regarder les personnes dans les yeux. Parce que le message que vous envoyez avec votre corps, à ce moment-là, même si vous n'avez rien à dire, signifie quelque chose. Et il est très amusant, je pense que tout le monde a déjà fait cette expérience pour peu qu'on ait pris les transports en commun, de regarder comment dans un transport en commun,
les gens qui sont extrêmement proches physiquement les uns des autres dans un transport en commun auront une norme sociale qui est liée à ce qu'on appelle la proxémie, c'est-à-dire à la distance que d'habitude nous mettons entre les êtres humains lorsque nous nous parlons, etc., etc. Dans un transport en commun bondé, on n'a pas le choix. Si on veut rentrer dans le métro, on doit se coller littéralement à d'autres personnes. Mais au lieu, quelque part, de faire suivre ce contact des corps d'une relation sociale, nous nous arrangeons pour adopter une attitude qui dit aux individus, une attitude purement physique, qui dit aux individus « je vous ai vu, mais je ne veux pas engager la conversation avec vous, vous restez un étranger pour moi », même si cette situation fait de nous autre chose que des étrangers, en quelque sorte. Et il suffit de regarder la façon dont les individus tentent de perdre leur regard à un endroit qui est complètement neutre, vers le plafond, par terre, ou dans la vitre du métro ou du bus, et puis on se rend compte qu'il y a quelqu'un d'autre qui regarde au même endroit parce que ça reflète, et alors on est perturbé, etc., etc. Vous parliez d'études que j'ai mené vous en parlez tout à l'heure, je vais y venir. J'ai effectivement travaillé sur les étudiants en soins infirmiers dans différentes hautes écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, ces étudiants connaissent un processus de transformation qui est à la fois commun et différent de tous les autres étudiants. Il est commun parce que c'est un processus où on apprend une nouvelle matière, où finalement on nourrissait des espoirs par rapport à un métier, et puis on se rend compte peut-être que c'est ça qui nous convient ou pas, tout simplement, mais c'est aussi un métier particulier dans la mesure où, lorsque vous allez l'exercer, vous allez être obligé de rompre une série de normes sociales qui sont extrêmement prégnantes dans une société qui porte l'autonomie au pinacle de ses valeurs, on en a déjà parlé. Dans cette société, il est attendu que chaque individu prenne soin de lui-même. C'est quelque chose de très important, c'est quelque chose que nous vivons comme étant vraiment très intime, le fait de se laver, le fait de prendre soin de soi-même. D'ailleurs, lorsqu'on se prépare pour aller à un rendez-vous, on le fait tout seul. Si vous voulez, c'est comme si on se présentait comme un bâtiment, en quelque sorte, qui n'a jamais eu d'échafaudage, alors que ces échafaudages, on les met de façon secrète, en se maquillant, en se préparant, etc. Mais les étudiants en soins infirmiers, ils vont rencontrer des individus qui sont partiellement ou totalement rendus incapables de prendre soin d'eux-mêmes parce qu'ils sont alités, parce qu'ils ont été opérés, parce qu'ils ont telle ou telle pathologie qui les empêche de se faire. Et cette situation peut donner lieu à des tensions à la fois pour la personne qui va être soignée et à la fois pour la personne qui va prendre soin, puisque là, on va rompre une norme sociale, dont je parlais tout à l'heure, ce qui peut créer une forme de malaise qui était très perceptible dans le cas des enquêtes que nous avons pu mener avec les étudiants de première année et surtout, et c'est ça qui est intéressant, avec les étudiants de troisième année, donc c'est-à-dire au terme de leur formation d'infirmier. C'est-à-dire que l'expérience du fait d'avoir soigné quelqu'un laissait quelque part une trace de malaise plus importante chez les étudiants qui avaient eu cette expérience au cours de leur stage, etc., dans la mesure où ils se rendaient compte qu'on ne nous apprend pas, nous disait-il, on nous apprend toute une série de gestes techniques, comment soigner, comment faire une toilette intime, etc., mais on ne nous apprend pas, parce que je pense que c'est très difficile d'apprendre ça, comment désamorcer le malaise qui peut naître du fait de rentrer dans l'intimité de quelqu'un en s'occupant de ce dont cette personne est d'habitude censée s'occuper toute seule. Et justement, à partir d'une réflexion comme celle-là, est-ce que la sociologie va faire des propositions pour voir justement comment transformer cela ? Est-ce que la sociologie peut faire des propositions ? Je pense que c'est extrêmement compliqué. Encore une fois, moi je pense qu'on peut donner des éléments de compréhension, on peut expliquer les raisons de ce malaise, mais vous savez très bien comme moi que connaître les raisons d'un malaise, ça ne fait pas forcément disparaître ce malaise-là. Simplement, nous, ce qu'on peut tenter de faire, et nous l'avons fait avec des enseignants, c'est peut-être d'insister lors de la formation sur le fait que la présentation de situations de ce type doit s'accompagner non pas uniquement d'une démonstration des gestes techniques, mais également d'une préparation au type de relation qui va pouvoir en être. Comment réconforter un patient si soi-même on n'est pas réconforté par rapport à ce qu'on est en train de faire? Et ça, c'est une question qui est extrêmement difficile. C'est pourquoi je pense que les mises en situation, la présentation aussi de l'humour comme arme, alors ce n'est pas une arme absolue, ça ne peut pas marcher dans tous les cas, mais je pense que le fait pour les étudiants
de pouvoir non pas nier la situation, le fait de bien reconnaître qu'il y a là quelque chose qui peut être douloureux, non pas seulement du point de vue physique, mais également du point de vue moral pour la personne qui doit se laisser faire, qui doit se montrer dans un état de désintégration relative, je dirais. Ça peut être douloureux également pour l'étudiant. Donc le fait de reconnaître cette situation doit s'accompagner de la capacité à prendre une certaine distance par rapport à cela. Alors je ne veux pas dire se montrer neutre, se montrer insensible, mais accompagner la personne que l'on soigne dans cette prise de distance pour bien cadrer l'interaction dans laquelle on est et dire ensemble, faisons en sorte que ça se passe le mieux possible. Nicolas Marquis, merci beaucoup. Nous arrivons au terme de ce magazine. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparé, je vous dis à très bientôt.